Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Content de vous retrouver. Aujourd'hui, on est un jour très très spécial parce qu'aujourd'hui, nous recevons quelqu'un que vous ne connaissez probablement pas, que les médias chouchoutent de manière structurelle, je dirais, mais qui est le plus souvent derrière les rideaux. Et c'est un peu pour ça qu'elle est invitée. Claude Titina, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, évidemment, vous comprendrez que nous ne parlerons pas de toutes vos activités, mais nous les évoquerons malgré tout. Si je vous dis PSG, à quoi vous pensez? Alors là. Alors déjà, on fait très mal aux gens qui sont plutôt des Marseillais, mais oui, on va pas parler football oui, en fait. Non, puis ça date, mais j'ai été une des pom-pom girls du Paris Saint-Germain. Stop. Ça ne me gêne pas, mais bon, je l'ai été. On va y revenir. Donc ce soir, nous invitons une pom-pom girl du Paris Saint-Germain. Pas du tout. Oui. On a l'intention de vous dire que les Martiniquais et les Martiniquaises, mais vous le savez déjà, mais on voudrait l'illustrer, sont des gens brillants, sont des gens qui ont cette espèce de foi et de folie, probablement, qui nous permettent de faire des émissions qui restent, en fait, c'est le souhait de la production, qui restent un petit peu dans les annales et qui servent aux jeunes un peu de référence et de modèle. Et c'est un peu le challenge que vous avez. Un sacré challenge ce soir. Alors ce soir, j'invite officiellement la présidente du Rotary Club de Fort-de-France, dit Doyen, le club doyen. Alors déjà, Claude Titina, est-ce que vous pourriez nous dire ce que ça fait d'être présidente, j'insiste sur présidente, d'un truc dont on a pu penser, et là c'est les gens qui sont dans la rue qui voient ce genre de truc un peu bizarre, qu'il était un club un peu machiste, un peu machiste, c'est l'image, hein, mais vous allez nous dire que c'est pas du tout ça, parce que finalement cette association a été créée en 1957 et elle n'a eu comme présidente une femme qu'en 2014. 2018. Elle est rentrée en 2014. C'est pire. C'est pire. Elle est rentrée en 2013. Donc il y a à peine 2 ans. Voilà. Bon, alors, c'est quoi cette histoire de club Rotary? Alors, le Rotary Club de Fort-de-France, dit doyen. Pourquoi doyen? Tout simplement parce que ça a été le premier club Rotary créé à la Martinique en août 57, suivi ensuite pour la Martinique. Maintenant, il y a 8 clubs Rotary. Et le second club, ça a été le club de Saint-Pierre en 1970. Et ensuite, il y a eu d'autres clubs, Fort-de-France Sud. Il y a eu, il faut que je les cite tous, sinon ils vont pas être contents. Non. Mais bon, enfin, on va voir. Ils vont se reconnaître. Voilà. Et ils sont très fiers. On a une grande famille maintenant de 200 Rotariens à la Martinique. Et donc, notre club est surnommé doyen parce que premier. Parce que le premier. Voilà. Et le côté un peu nécessairement élitiste, parce que les 200 personnes qui sont membres des clubs Rotary, ce sont des gens qui, pour la plupart, sont des gens qui appartiennent à des milieux sociaux plutôt aisés, mais vous ouvrez vos portes à toutes les catégories socio-professionnelles. Il y a une grande diversité depuis l'origine. Le Rotary dans le monde, c'est 1,2 million de personnes, tout de même. Donc, je veux dire, il y a toutes sortes d'origines, toutes sortes de personnes, y compris à la Martinique. C'est vrai qu'au départ, les cotisations, il y avait une sorte il fallait être quand même coopté. Et d'ailleurs, ça reste, chaque club est une association de loi 1901 avec ses propres statuts, certes, qui respectent les règles du Rotary international, mais par exemple dans mon club, il faut l'unanimité pour être membre, pour entrer. Donc, du coup, il y avait tout de même, on va dire ça comme ça. Oui, au départ, mais ça s'ouvre, c'est toujours ouvert, et au contraire, les clubs doivent avoir
si possible, un maximum de professions différentes, parce qu'ils doivent être représentatifs de la société, pour la Martinique, de la société martiniquaise. Donc finalement, bon, quand vous dites aisé, c'était au départ, parce que c'était des hommes d'affaires, parce que c'était des actifs. Mais bon, au-delà de cette espèce de sélectivité à l'origine, il y a aussi ce petit côté masculin. Pourquoi autant d'hommes? Il y a notamment un club qui n'est composé que d'hommes. Oui, mais c'est le seul. Le seul. Aujourd'hui, depuis des années, le Rotary s'est ouvert. Non, au départ, le Rotary a été créé par des hommes pour des hommes. D'ailleurs, les femmes de Rotariens, au bout d'un moment, on dit ça suffit et ont créé leur propre club de femmes de Rotariens. C'était l'origine des clubs Inner-Wheel. Bon, depuis le Rotary, la diversité étant ce qu'elle est devenue mixte. Et d'ailleurs, les clubs de Martinique, sauf un, sont mixtes aujourd'hui. Alors, ça n'a pas été facile dans mon club. C'est vrai que c'est un des présidents, Jacques Charles-Figuère, qui a absolument tenu et qui a fait ce qu'il fallait avec beaucoup de diplomatie pour introniser au moins une femme, qui était Pascale Mouriès. Pascale Mouriès, qui est avocate. Voilà. Ouais. Donc, on rappelle la date quand même, 2018. Présidente, mais elle est rentrée en 2014. Oui, mais bon... Et vous? Mais oui, mais au bout de 4 ans. Moi, je suis rentrée. Vous lui succédez. Voilà, tout à fait. Donc, est-ce qu'on peut annoncer aux hommes du Rotary Club de Fort-de-France que, à mon avis, ils n'auront la présidence que dans quelques années? Non, pas tout à fait, parce que nous ne sommes que 4 femmes. Ah. Donc, depuis, il y a Aïda et Kenza qui nous ont rejoints. On en aura certainement d'autres. Donc, ça vient... Bon, déjà, ce soir, c'est un appel. Hein. Oui. C'est un appel. Oui. Profitez-en, allez-y. Non, ça vient petit à petit. Je vous rassure, ça vient. Tous les clubs de Martinique, sauf un, sont mixtes. Les barrières vont tomber. Il y a aucun souci là-dessus. Et le club qui est mixte, il faut le dire, c'est le Rotary Club du Lamant, qui est mixte, qui est, pour le moment, qui n'est pas mixte. Ouais. Ils font beaucoup d'actions en faveur des femmes, en faveur de l'endowment trio. Mais bon, là, on passe un message. Voilà. On dit à Olivier Bellemot, Olivier, une femme, ce serait quand même pas mal. Oui, mais c'est pas si simple. Vous savez, dans mon club, il y a eu beaucoup de discussions, parce ils préféraient être entre eux pour leurs petites blagues. Mais pourquoi? Pour des choses comme ça. Ils considéraient que, ma foi, il y avait peut-être à l'époque des sujets, voilà, c'était interdit aux femmes. Non, pas interdit, mais ils préfèrent être entre eux. Voilà. Bon. Et d'ailleurs, vous savez, on le ressent parfois. De moins en moins, mais on a des discussions qui sont assez ardues, toujours dans la bienveillance. Mais bon... Le machisme un petit peu, mais ça va mieux. Ça va mieux. Ouais. Bon, il est clair que certains d'entre eux vont pouvoir argumenter qu'il y a quand même des clubs services, on appelle ça comme ça. Oui. On va creuser un petit peu. On va pas parler que de ça, mais on va creuser un petit peu. Il y a quand même des clubs services qui sont exclusivement féminins. Oui, il y en a aussi. Donc Inner-Wheel, on a vu, mais il y a les Soroptimistes. Oui, c'est un club de femmes. Exclusivement. Là, il n'y a pas de mixité. Hein. Non, et qui font des actions en faveur des femmes et de la promotion de la femme. Ouais. Voilà. On dirait que c'est quand même, compte tenu de l'état de notre société, c'est extrêmement nécessaire. Hein. Oui, c'est important. Mais vous savez, vous connaissez bien le milieu des études. Je crois que c'est McKinsey qui avait fait une étude à l'époque pour le Women's Forum en 2006 et qui montrait l'importance de la mixité dans les équipes de management et dans les équipes tout court. Donc ça, c'est très bien. Quand même, quand il y a l'apport, la vision mixte, à la fois des femmes, des hommes, ça crée quelque chose de pas mal, objectivement. C'est ce qui nous manque peut-être ici en Martinique, non? Dans certains domaines, certainement. Oui, là, je vous trouve un tout petit peu politiquement correct, mais ça, je suis sûr que ça va déraper très très vite. Je vais vous pousser un petit peu. Claude, il y a beaucoup de gens qui disent, Claude Titina, on ne sait pas vraiment d'où elle vient. Ça doit être une négropolitaine qui a débarqué dans le pays. Eh bien non, je vais vous décevoir. Ce n'est pas une négropolitaine qui a débarqué dans le pays, tout simplement parce qu'elle a eu son bac.
Oui. à Bellevue en 1977. Ça me rajeunit pas. Donc, 17 ans. Voilà, pas dans les beaux quartiers de Paris. En tout cas, racontez-nous un peu votre histoire familiale parce que moi, j'adore l'anecdote sur le nom. Il y a des gens qui disent Titina, c'est un truc africain. Alors moi, je recommande à beaucoup de gens, à tous les gens que je rencontre, et en particulier aux jeunes qui m'interrogent, d'aller aux archives départementales, en tout cas d'aller regarder et voir remonter l'arbre généalogique. Allez, concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, quand dans on la dit famille je vais... Titina, Non, oui. Déjà, Oui. allons un peu plus loin pour Oui. vraiment les persuader que c'est fondamental. c'est fondamental. Concrètement, ils Oui. vont dans une espèce de bunker Oui. qui se situe Il y a des microfiches, il y a à des... Fort-de-France, Oui. sur le morne Tartançon. Exactement. Une espèce de truc gigantesque, un silo où il y a plein de documents. Énormément. Et il y a des fiches avec donc les registres de l'époque. Et donc Des registres d'extraits de date de naissance. D'extraits de date de naissance. Ouais. Il y a les extraits de date de naissance, des registres aussi où on voit quand on recherche par le nom, on remonte au fur et à mesure quand on peut et suivant et étape par étape on remonte comme ça Jusqu'à celui Jusqu'à ce après que- lequel il n'y a plus de Voilà, de il y a ressources. plus rien. Voilà. Et Voilà. vous avez fait ça. Oui. Et vous êtes tombé tout à sur fait. quoi? Alors, la famille voulait savoir, enfin mon oncle Henri Titina, lui il avait vécu en Afrique, il avait travaillé en Afrique, et était persuadé qu'on avait peut-être des origines du Gabon, parce qu'il avait rencontré des Titina au Gabon. Nous, on avait été aussi en Italie, où c'est très commun, Titina, à la fois comme prénom et comme nom. Et donc, on s'est dit, oh là là, faut qu'on sache, quoi, faut qu'on sache. Et puis, en fait, alors, on a remonté, j'avais été prise en main. C'était facile parce que on vient de Fort-de-France. D'accord. Je précise, parce que donc on n'a pas été dans différentes communes. Et puis, on est remonté, et en fait, on est arrivé à, donc, dans une fiche marquée Rose, dite Titine, entre guillemets, et qui avait eu un fils qui a donné naissance à un fils, Raphaël, et à l'état civil, Titina. Voilà, Simplement. tout simplement. En 1831, c'était une esclave affranchie, de type capresque créole. Parce que vous avez des fiches avec de type mulâtresse, de type capresse, de type négresse, voilà. Et donc en fait, à l'époque, les statistiques ethniques étaient tout à fait permises. Ben oui, il faut que... Oui, parce que le système était d'abord un système esclavagiste. Ouais. Tout à fait. Et donc, et voilà, donc on était à la fois un peu déçus, mais bon, voilà, on ne pouvait pas remonter plus haut que ça pour la branche Titina, en tout cas. Ouais. Et puis on a vu que Rose et ensuite Raphaël et ensuite les autres, les descendants, ils n'ont pas eu en tout cas beaucoup d'enfants, comme aimait dire mon père et mon oncle, reconnus. 2, 3 enfants partout, mais non, pas non, mais en beaucoup. tout cas, portant le nom Titina. Voilà. Alors, ça c'est le berceau côté Titina. C'est une famille dans certains cercles dont le nom est extrêmement loué, je dirais, en particulier dans le cercle du business avec Henri Titina, qui, alors là encore, c'est une légende. Tous les gens qui vous connaissent disent Claude, c'est la fille de Henri Titina. Non. Ce n'est pas le cas. C'est la nièce, voilà, tout à fait. C'est mon oncle, c'est le frère de mon père. Mon père était l'aîné, Théodore. Et c'est donc mon oncle Henri. Alors racontez-nous. On va parler de Théodore, bien évidemment. Oui. Racontez-nous Henri Titina, qui est connu aujourd'hui dans les cercles du pouvoir, on va dire ça comme ça. Parce qu'il avait quand même une particularité, c'est que, c'était quand même le premier Martiniquais, j'allais dire, dans sa catégorie. Et ça marquait les esprits. Racontez-nous ça. Il a fait l'école centrale de Paris, donc après avoir fait des classes préparatoires au lycée Thiers à Marseille. Et il a été major de sa promotion. Alors, on rappelle aux gens qui nous écoutent que là, on est probablement dans les années 30. Non, alors par Henri, c'est 50, enfin 46, il y a eu la... Non, mais il naît probablement, en 26. Voilà, dans les années 30. Donc, il fait une scolarité brillantissime à l'époque, parce que Centrale Paris, il n'y en a pas des masses. Hein. Non, et il accède au cercle du pouvoir. Et alors, en fait, il est rentré comme ingénieur à EDF. Et puis, finalement, EDF l'a envoyé à Dakar, au Sénégal. Et ensuite, il a été
occupé différentes fonctions en Afrique, au Sénégal, au Mali. Au Mali, il a été détaché, il a été conseiller d'un ministre, le ministre de l'équipement. Ouais. Et il y a un pont à Bamako que j'ai vu. Et quand j'ai été à Bamako, parce qu'on a un de nos cousins qui était dans la diplomatie, qui était ambassadeur de la Commission européenne à Bamako, et le ministre de l'époque, quand j'y étais, m'a dit que ce pont, il aurait pu s'appeler le pont Henri Dina. C'est très drôle. C'était un pont qu'ils avaient construit qui traversait le fleuve Niger. Et ça fait tout bizarre, non? C'est fait bizarre. Ce qui a été bizarre surtout, c'est quand j'ai démarré ma carrière à Paris comme consultante et que j'allais rencontrer ou interviewer des personnes, des intervenants, etc. Et que j'arrivais, ils me disaient « Ah, vous êtes certainement parente à Henri Dina » et il me disait qu'il a été mon camarade de promotion, que j'ai connu à Centrale, etc. Et ces exemples-là sont extrêmement nombreux en Martinique, à la fois de gens qui sont d'extraction modeste, parce que bon, on est bien d'accord que la famille Titina, elle n'avait pas 50 000 hectares de terre. Non, mon grand-père était bijoutier, voilà, orfèvre, et ma grand-mère, côté Titina, elle était couturière. Voilà. Comme quoi, c'est possible. Hein, et on se le répète chaque fois qu'on est sur ce plateau, à la fois parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui nous regardent, et qui disent... un peu à la Barack Obama, just do it, en plus, il était immense, mais ce qu'il y a, c'est qu'il a été très bien accueilli quand il est revenu à la Martinique. Alors avec EDF ensuite, il est revenu et ça s'appelait la SPEDEM, Société de production d'électricité. C'était pas encore EDF. Voilà, c'est l'ancêtre d'EDF. Tout à fait, il est venu et il était en charge à ce moment-là de l'électrification de la Martinique et tout ce qui était relevé topographique. Et il a du coup créé le premier club des randonneurs de la Martinique, puisqu'il arpentait la Martinique de haut en bas, les sentiers, les coutelas, etc. Et voilà, et il nous racontait qu'il a été très bien accueilli par des camarades de Centrale, parce qu'il y a la camaraderie, les anciens. Et en tout cas, de mémoire, j'ai le père de Jean Bali, et de mémoire aussi, j'ai un Clément également, et donc qui étaient des camarades donc, et qui l'ont très bien accueilli. Un mulâtre. Voilà. qui accueillait un noir. Voilà, donc au-delà des classes sociales, au-delà des couleurs de peau, au moins chez Centrale, il y a une espèce de fraternité. Oui, totalement. Voilà. Absolument. Bien. Alors, Théodore, lui, lui, il ne fait pas Centrale. Non, papa était l'aîné. Il a été militaire. Ouais. Il a été, mon père, il a été au Vietnam. Il a été en Corée aussi. Et du coup, ensuite, il a été démobilisé volontairement. Il a voulu revenir en Martinique. Mais étant l'aîné de la famille, c'est lui qui envoyait sa solde pour ma grand-mère, pour aider aussi, pour financer, les frères et sœurs. C'est un aspect de la vie quotidienne en Martinique dont on ne parle pas beaucoup, c'est justement l'argent de la diaspora. Et là, vous faites bien de nous rappeler que pendant des années, ceux qui partaient avaient pour mission d'aider ceux qui étaient restés en Martinique, notamment après le Bumidum. Qui étaient plus jeunes. Et votre père a été soutien de famille, en fait. Oui, tout à fait, parce que mon grand-père est mort au début des années 50, donc ma grand-mère s'est retrouvée, veuve, et papa, a contribué. Bon. Voilà. Et tout ça, quand vous y pensez, parce qu'on va continuer l'histoire, vous avez été loin de la Martinique pendant des années. Quand vous repensez à ce lien fort avec qu'ont eu votre oncle et votre père avec ceux qui sont restés, c'est-à-dire les Martiniquais qui sont restés dans l'île, ça vous inspire quoi quand vous regardez la situation d'aujourd'hui? Dans quel sens? Dans quel sens? Dans quel sens? Vous vous dites pas de temps en temps qu'il y en a qui pleurent la bouche pleine? Parce que là, dans ces années-là, il y a quand même de la misère. Ah oui, bien sûr. Et le lien de la Martinique avec ces gens qui réussissent brillamment, en dépit de leur extraction modeste, et qui finalement se battent pour que nous puissions... Il y a eu toute une génération comme ça. Moi, je pense à Henri Jean-Baptiste, il y a eu toute une génération, effectivement, qui a très brillamment réussi. C'est des gens dont vous êtes fiers?
Ah oui, moi j'ai adoré. Oui, bien sûr. Alors Henri Lodéon, enfin, ouais. bon, des gens. Pour moi, c'était un petit peu des modèles, enfin. Voilà. Et j'ai bien l'impression que ce sont des gens qui, à la fois, sont pas très connus. Là, je suis persuadé que Henri Titina, Théodore Titina, qui sont des gens qui ont marqué un peu leur époque. C'est peut-être la première fois qu'on en parle sur un plateau aussi longuement. Ils sont évoqués régulièrement dans des cercles fermés, mais bon, sur des plateaux de télévision ou à la radio. Oui, c'est vrai, mais bon, il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas cette caisse de résonance que nous avons aujourd'hui. Peut-être que quand on fait le parallèle, moi j'aime bien le faire parce que les gens disent oui à l'époque, mais en fait, si on regarde bien les choses, peut-être que ce qui serait aussi, voilà, on en aurait parlé. Ouais, le contexte n'était pas du tout le même. Le contexte était totalement différent. Alors, vous venez de prononcer le mot magique, c'est le mot média, dont vous êtes une spécialiste, on va le rappeler. Alors, le début de l'émission a été un peu particulier quand j'ai évoqué votre passage au PSG en tant que pom-pom girl. Quand vous dites ça, les gens ne vous croient pas. Ils disent mais non, Claude, arrête. Vous savez, c'était particulier. Bon, j'ai fait beaucoup de danse. En fait, j'ai même hésité à faire de la danse professionnelle. Et j'étais donc dans un cours de danse à Paris assez renommé. Et un jour, on voit des messieurs débarquer avec des gros cigares. Et on ne savait pas qu'ils étaient là pour un peu caster et chercher et dire on prend celle-ci ou celle-là. Bref, c'est une aventure. On était 18 filles et je n'avais pas réalisé, bon, c'était très bien payé. Voilà. Allez, on va pas vous demander voilà. Le PSG était européen, donc on a fait plusieurs. Voilà, il s'agissait de rentrer sur le stade au début et puis à la mi-temps, et puis de faire une chorégraphie en petite. Avec les pompons, voilà, pom-pom girls. On était sponsorisé par RTL à l'époque, IP RTL, et donc ça a été assez marquant parce que ça m'a permis de rencontrer différentes personnes. Et puis je me suis rendu compte quand je passais mes entretiens d'embauche, qu'en réalité j'avais mis ça juste dans divers, on m'avait conseillé de le mettre, alors bon j'ai mis, et les gens s'arrêtaient systématiquement là-dessus, systématiquement. Et quand j'ai été embauchée comme jeune consultante, mon patron de l'époque, qui était américain, m'a dit que quand il a vu ça, il s'est dit cette fille, si elle a dansé devant 50 000 personnes, elle va pouvoir parler, elle peut tout faire devant n'importe quel public. Donc, ça a été très marquant. En clair, le message là, si on peut appeler ça un message aux jeunes femmes qui nous écoutent, n'hésitez pas. Ce qu'il y a dans votre CV. Ça arrive, faut pas hésiter. Oui, exactement. Les choses qui sortent, non, c'est très juste. Les choses qui sortent de l'ordinaire. Ils sont plus arrêtés là-dessus que sur mes diplômes, que sur mes mentions, que je ne sais quoi. Sur les stages, j'avais fait des stages hyper intéressants. Pas du tout. C'était racontez-moi le PSG. Et en fait, là, cette anecdote qui peut prêter à sourire, mais qui sera déterminante dans votre carrière à plus d'un titre. Parce que, bon, là, l'Américain qui vous embauche dans une société de consulting s'est arrêté dessus, mais il y en a d'autres qui vont s'arrêter dessus, parce que vous ne l'avez jamais enlevé de votre CV jusqu'à maintenant. Jamais enlevé, donc, si vous voulez embaucher, ça va être très compliqué, parce que... Claude Titina est bien là où elle est. Si vous voulez l'embaucher, jetez un œil sur la fin du CV et vous verrez son parcours au PSG. Alors rappelons quand même que c'est le début des années 80. Absolument. Et c'est plutôt des stars qui a... Ah oui, il y avait Dominique Rocheteau, il y avait Mustapha Daleb. Le patron, c'était Francis Borrelli. Voilà, un très grand monsieur. On était très respectés, 18 filles, très choyées. On n'avait pas le droit de toucher. Et c'était très bien, c'était très confortable. Et vous étiez protégés ? Et on était protégés, absolument. Alors, V. Weinstein n'était pas encore présent. Tout à fait. Et puis, j'ai appris comme ça les arcanes du football. Mon père était un passionné de football. Et j'ai appris un peu plus. Déjà, je connaissais un peu. Et ce qui fait que quand papa, par contre, il m'est arrivé, après dans ma carrière, quand il venait à Paris, ça me faisait extrêmement plaisir de l'emmener au parc. Oui, parce que vous avez gardé des relations, vous aviez des relations pas compliqué. Extrêmement étroites. D'avoir des places en loge, Bon, il y a un mot qui revient de manière systématique quand on passe en revue votre carrière, c'est le mot réseau. Si je vous dis réseau, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit ? Ah, réseau... Parce que, attendez,
Oui. Avant que vous répondiez, je vais vous citer des noms, ok. Évidemment, je vais éviter de citer tous les présidents de la République, mais Oui. Lagardère, Chourouk, Bébéard, Guy Carcassonne, ça c'est la crème de la crème à la fois du pouvoir, j'allais dire intellectuel, on parle de grands universitaires, du pouvoir politique, bon j'ai pas cité les noms pour éviter de leur créer des problèmes, et puis la crème de la crème du grand business parisien. Qu'est-ce qu'une Martiniquaise, pom-pom girl, dans ces moments de folie du PSG fait dans ce milieu-là? Ah, bah, il y avait quand même la partie qui était plus rassurante pour mes parents. Je vous ai dit que je voulais être danseuse, mais bon, il n'en est pas question. Donc, j'ai quand même 10 bac à 17 ans. J'avais fait ma première à Paris. Maman voulait, j'avais 15 ans, et je rentrais en première, et 15 ans et 3 mois exactement, et j'étais un petit peu turbulente, un peu en pleine crise d'adolescence. Voilà, comme on dit chez nous, ou t'es tibouin cirèse. Un petit peu, voilà. Et maman s'est dit, bon, faut qu'elle connaisse un peu la vie. Et du coup, j'ai été à 15 ans, pensionnaire, dans une école internationale à Paris. C'était très formateur, très, très formateur pour moi. C'était une année où il y avait la guerre au Liban, où il y avait des théâtres de guerre dans certains pays aussi d'Afrique, et où on recueillait donc où venaient des élèves en pleine année traumatisés par les bombes, par les guerres. J'ai vu des jeunes dont les familles ont été décimées, qui ont vu des meurtres devant leurs yeux pour des raisons soit ethniques, soit etc. Enfin d'origine, ou bien politique, ou bien liées à la religion. Je peux vous dire que ça marque énormément, et c'était très formateur. Surtout, rappelons-le qu'à l'époque, vous n'aviez que 15 ans. J'avais que 15 ans, donc c'était très formateur. J'avais aussi dans ma classe une japonaise qui parlait pas français, mais pourtant on était en première C, donc scientifique, qui était la meilleure en mathématiques. Donc en maths, physique, elle explosait tout le monde, mais elle apprenait le français le soir, et elle était incroyable, et elle prenait les cours en japonais. Et ça vous a servi de référence, voire de modèle. Oui, tout à fait. Ce qui fait que ma relation, c'est très formateur pour moi. Ça m'a beaucoup marqué. Et donc, j'ai du mal. J'ai un peu les poils qui remontent quand on parle d'ostracisme, quand on parle, de discrimination. Ça vous énerve, ça? C'est pas que ça m'énerve, mais c'est que je me dis qu'il faut que les gens connaissent autre chose. Est-ce que cette ouverture au monde, on va avoir une certaine bienveillance. D'ailleurs, c'est un peu le credo de Rotary, ça. Absolument, c'est bien pour ça que j'y suis. Et est-ce que cette ouverture au monde est qui est probablement arrivée très tôt, et cette expérience parisienne compte, puisque juste une année. Une année, et puis je les ai revus après. Ma meilleure amie, et je l'ai vous êtes connue revenu ensuite en Martinique passer le bac, c'est ça? Voilà, c'est ça, et je suis repartie tout de suite. Bon. À 17 ans. À 17 ans. Voilà, Donc, Panthéon-Sorbonne. Est-ce que ça, c'est un moment déclic dans votre vie qui détermine en fait ce que vous allez faire, puisqu'on est parti du mot réseau, et vous n'avez pas arrêté de réseauter jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est vrai. En classe avec nous, il y avait Ali Bongo. Le fameux Ali Bongo. Alors, c'est vrai que j'ai compris à ce moment-là, peut-être pas tout à fait en première quand même, mais par contre, après, oui, très tôt. Alors, rappelons pour ceux qui ne le connaissent pas, que ça a été le... Ali Bongo a été le président du Gabon. Du Gabon, tout à fait, oui. Fils d'Omar Bongo. Le fils d'Omar Bongo. Absolument. En fait, c'est l'actuel président. Quand je dis a été, c'est l'actuel président. Omar Bongo. Oui, réseau très tôt, réseau au sein de mon cours de danse, réseau parce que justement, quand j'ai été majeure du PJ, ça m'a marqué parce que quand j'ai cherché, je vous disais, du travail, non seulement j'en ai trouvé tout de suite, mais au-delà de ça, c'est par des personnes que j'avais rencontrées dans le cadre du PSG qui m'ont dit écris à un tel ou un tel de ma part. Déjà. Ensuite, je rentre dans un cabinet de conseil où une des fonctions, c'était quand même d'interviewer des interlocuteurs, d'animer des groupes qualitatifs, des choses comme ça, de rencontrer des gens du monde des affaires. Mon président de l'époque, Peter Fung, qui était aussi conseil du président de Renault.
Georges Besse. Donc, si vous voulez, ça marque un peu. J'avais un autre patron, ils étaient tous bardés de diplômes. J'en avais un autre qui, lui, ça m'a marqué. Quand il revenait de week-end du golf, de son golf, il me disait, bon, j'ai rencontré un tel ou un tel, on va avoir une étude, on va faire un audit. C'est un peu comme ça que ça marche, finalement. Ouais, c'est un petit peu comme ça que ça marche quand même. Et c'était interpellant, on va dire. Et puis après, au fur et à mesure que vous progressez dans la vie active, vous vous rendez compte de l'importance des réseaux, de ce qu'il faut faire, pas faire, les codes, comment les pénétrer. Vous aviez un petit carnet sur lequel vous notiez les noms. Et puis j'ai rencontré des gens, oui, partout, enfin, je veux dire, à travers la danse, à travers aussi, à travers les amis, les gens que je rencontrais. On était des jeunes, donc il y avait la bande des L'Oréal, on les avait appelés comme ça, qui étaient rentrés chez L'Oréal. Ouais. On était étudiants et puis chacun avait fait sa vie. Et on voyait que c'était important, toujours, cette notion de réseau. Appelle un tel de ma part. Déjà. Il y a déjà un conseil, là, probablement, pour les jeunes qui nous écoutent, qui ont tendance à être un tout petit peu auto-centrés, voire un peu narcissiques, et qui n'ont pas ce réflexe, à la fois d'ouverture, mais de noter, de tisser des liens avec les autres. Mais alors, je vais nuancer. Ouais. Il faut aussi faire ses preuves. Il faut aussi que vous ayez une certaine crédibilité. Ça s'acquiert pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour ça ? Une crédibilité professionnelle, tout simplement. Il faut être soi-même. Il faut démontrer qu'on n'est pas trop mauvais, qu'on dit pas trop de bêtises, qu'on respecte les gens, qu'on est bienveillant. Il y a quand même ces codes-là avant, et quand on vous observe de loin comme ça, surtout que vous êtes antillaise, une femme. Ouais. Ce qui est considéré comme quoi ? Comme un avantage ou plutôt comme un handicap? Alors j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu des patrons qui considéraient comme un avantage parce qu'ils disaient d'abord on va se souvenir de toi d'abord. Ensuite, grâce à maman, je parlais couramment anglais. Ouais. Ça c'est important. Alors on va parler de la maman tout à l'heure parce qu'elle a un rôle très important. Très important. Et du coup, ça a été, moi je l'ai toujours pris de manière positive, une discrimination, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais comme c'est à la mode, dans un sens positif. Et dans tous mes postes, ça a été, en tout cas à Paris, vécu comme tel. Mais dans ce milieu-là que vous fréquentez, alors je rappelle que c'est un milieu où il y a l'essentiel de la gentry, du microcosme parisien. C'est ça. C'est vrai. C'est des gens, vous venez de le dire, qui vont soit à la chasse au bridge, en Sologne, ou qui vont jouer au golf le week-end. Et puis, ce sont des gens qui font le pouvoir. Parlons de quelqu'un qui vous tient à cœur, qui est Claude Bébéar, qui était le patron fondateur d'AXA, qui est aujourd'hui le numéro 1 de l'assurance mondiale. C'est quoi la rencontre avec quelqu'un ? C'est un monstre. C'est un monstre. Il est génial, c'est un polytechnicien. Alors Claude, moi j'ai rencontré, je venais de perdre mon père, et j'ai rencontré dans un avion. Et tout simplement, donc on a un petit peu parlé, voilà, comme ça. Et puis en descendant, il m'a donné son téléphone et tout ça, et il m'a dit appelez-moi. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que vous laissez pas passer une occasion comme ça. Non, mais on avait bien sympathisé, voilà. Et en fait, après, j'ai mieux compris sa démarche. D'abord parce que c'est quelqu'un qui a adopté des enfants. Il a notamment adopté 2 filles, et dont l'une, après, j'ai su, avait à l'époque, en tout cas, épousé un basketteur noir américain. Et il avait donc des petits-enfants café au lait, comme il disait. Et donc, il était très préoccupé depuis toujours par les banlieues, par la pauvreté, par l'illettrisme, par l'éducation. Et tout ce qu'il a fait est beaucoup de choses tournées autour de cela. Nos quartiers ont du talent, les choses comme ça, c'est Claude derrière. Et aussi, c'est quelqu'un brillantissime, mais alors c'est un des polytechniciens qui a l'art d'expliquer quelque chose de très difficile d'une manière très simple. Oui, ça a été. D'ailleurs, les médias en avaient fait leur coqueluche à la fin. Ils l'invitaient en permanence. Quand ils avaient compris que finalement Claude Bébéar, c'était
celui qui faisait ou défaisait les ministres, voire les présidents de la République. République. Il n'aime pas dire ça, mais c'est un peu vrai. Il a un réseau exceptionnel, passionné de rugby, et puis une grande culture. Et puis, il a créé AXA est devenu, c'était des mutuelles du Mans. Claude est originaire de Rouen, etc. Et ensuite, cette envie de participer à quelque chose, il a créé l'Institut Montaigne, il a créé tellement de choses, de faire avancer les choses. Et ça n'a pas donné grand-chose, mais sa marotte à l'époque, c'était le CV anonyme, par exemple. Donc, il disait, parce que c'est trop discriminant. Donc il avait comme ça il a fait avancer les choses en matière de ressources humaines. Qui n'est toujours pas obligatoire. Non, toujours pas. Il a fait avancer des choses sur les aspects discriminants, et c'était très important pour lui. Alors que sur un plan politique, il était plutôt positionné à droite de l'échiquier, on va dire ça comme ça. Oui, mais c'était quand même un pote à François Mitterrand. Oui, parce que le pouvoir, on est obligé de le fréquenter à ces niveaux-là, de toute façon. Donc, si on veut faire avancer les choses, on oublie, on discute pied à pied et on oublie, à la limite, ses propres positions personnelles. On est en train de vous découvrir, mais évidemment, à travers vous, le monde de l'influence, c'est bien ça dont il s'agit. Quand vous êtes au milieu de tous ces gens, parce que ça continue évidemment, les gens qui vous connaissent savent que vous avez un carnet d'adresses monstrueux. Qu'est-ce que ça fait d'être la Martiniquaise qui a fait ses classes ici, du côté de Fort-de-France, dans un univers dont le niveau de développement était relativement, j'allais dire, limité. En Martinique, dans les années 60-70, on n'était pas encore très développé, on va dire ça comme ça. Avec une maman anti-télévision. Et anti-boisson gazeuse. Anti-boisson gazeuse, anti-télévision. Qu'est-ce que ça fait de fréquenter ou d'être en relation avec des gens comme ça ? Alors, d'abord, je voudrais dire une première chose. C'est une idée qu'on a et qui, à mon avis, est fausse. On a un très bon niveau d'éducation à la Martinique. Ça veut dire que quand je suis partie en première, je n'ai eu aucun problème d'adaptation, je veux dire, en termes de niveau. J'ai suivi les cours sans aucun souci. Et d'ailleurs, on voit que nos jeunes Martiniquais... Donc, il n'y a pas de complexe à avoir. Non, aucun. Et on voit que nos jeunes Martiniquais, ils intègrent des grandes écoles, ils font des classes préparatoires, etc. Rappelons que ici, les niveaux des prépas, ce qu'on appelle les écoles préparatoires aux grandes écoles, et le taux de réussite est parmi les plus élevés de France. Moi, il m'est arrivé d'entraîner des jeunes du lycée de Bellevue pour les oraux, notamment pour rentrer à Sciences Po. Je suis très fière parce que j'ai eu des réussites. Et c'est pas facile pour eux. Ils passent les entretiens, l'oral en visio. Oui, surtout qu'ils sont tout jeunes. Ils sont tout jeunes. J'ai eu des élèves qui venaient du lycée de la Jetée au François. Et vraiment, moi, je leur tire mon chapeau. Ils sont fantastiques. Quand vous avez la bourse Alizée, quand vous y allez, vous baignez dans l'excellence martiniquaise et avec des jeunes... L'internat de la réussite. Le fameux internat de la réussite. Absolument. Où là, il y a des pépites extraordinaires. Il y a un jeune, vous connaissez Jordan Eustache, tout à fait, qui est fabuleux. Jordan ira très loin pour moi, mais il n'y a pas que lui. Vous avez ce qui s'appelle également les talents... les talents... C'est le Casodome qui fait ça. Talents d'outre-mer, non ? Talents d'outre-mer, il me semble. Le fameux Casodome. Oui, et vous avez des jeunes d'outre-mer extraordinaires, des chercheurs, des médecins, vraiment fabuleux. Mais pourquoi il y a autant de talent au mètre carré? Moi, j'ai confiance en l'avenir. Pourquoi il y a autant de talent, selon vous? Pourquoi? Parce que quand on fait le bilan, que ça soit sur le plan économique, sur le plan scientifique, sur le plan de l'éducation, sur le plan sportif, ils sont brillants, quoi. Et quand ils arrivent, alors notre ami José Anelka disait qu'il a été décomplexé quand il est arrivé, il le disait sur le plateau, il a été totalement décomplexé quand il est arrivé parmi les militaires. Il disait, mais ils étaient tous analphabètes et mon complexe de Martiniquais avait disparu. Pourquoi, selon vous, il y a autant de gens brillants sur une petite île comme celle-là? Alors pourquoi? Je veux dire... Est-ce que c'est pas le complexe à l'envers? Nous,
étant Alors, je vois ce que vous voulez dire. En étant en permanence. Je vais répondre après à votre question par rapport au réseau. On va revenir dessus. Non, de toute façon, mais là, il n'y a pas de souci. Non, mais là-dessus, nous avons eu des parents, et ça existe encore. Il y a des parents qui mettent une pression folle sur leurs enfants. Et nous avons eu des parents, moi je peux pas tellement dire ça, mais même si maman était professeure, bon, il y avait intérêt à avoir de bonnes notes. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai été élevée avec une mère qui, quand je disais j'ai eu 16, elle me disait oui, ok, quelle était la meilleure note et la moins bonne. Après, elle pouvait dire quelque chose. Donc, voilà, quand vous êtes élevé comme ça, où est-ce qu'on se situe? Voilà. Il y a qu'en dessin où elle n'était pas très bonne élève, où j'avais le droit de pas être très bonne. Elle me dit le dessin, c'est quelque chose, c'est inné, soit on l'a, soit on l'a pas. Bon, mais il y a quand même cette pression qu'il y a sur les enfants, je le vois, j'ai des amis qui sont enseignants, qui me le disent. Il y a peut-être un peu de cela, il faut que nos enfants puissent réussir. C'est un peu resté quand même. Ouais. C'est cette espèce de... C'est pas un complexe, c'est parce que pour qu'ils s'en sortent dans la vie. Ouais. C'est plutôt... Moi, je le prends pas comme un complexe. Est-ce que ça peut être vécu comme un complexe? Non. Moi, je pense que non. Moi, je le prends comme les parents ont vraiment envie, et encore maintenant, et encore plus maintenant. Ils ont envie que leurs enfants réussissent et s'en sortent. Donc ça c'est les parents. C'est plutôt ça. Mais qu'est-ce que vous pensez aussi de l'influence qu'ont eu et qu'ont encore les professeurs qui poussent les gosses le plus loin possible? Oui, bon, il y a je pense que au niveau des professeurs, il y a une fierté de professeurs, il y a aussi une compétition entre les lycées, il ne faut pas se le leurrer. Il y a aussi l'intérêt d'une classe préparatoire, il y a un petit peu tout ça. Mais de pousser cette jeunesse martiniquaise pour qu'elle aille le plus loin possible. Alors moi je vous parle de ceux des grandes écoles, mais il n'y a pas que ça. Il y a ceux aussi qui font tout simplement un DUT ou un BTS et qui partent ensuite et qui intègrent, qui continuent ou qui ensuite intègrent, je sais pas, EDF se forme et progresse. Qui vont vers l'excellence. On a un bon niveau, on a franchement un bon niveau, donc pas de complexe par rapport à ça. Alors quand vous me dites, fois arrivé à Paris, non, d'abord, voilà, j'ai fait mes études, j'ai plutôt réussi, avec mention, où est le problème? J'ai eu des stages, bon là c'était le réseau, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'était le réseau, ma meilleure amie, voilà. En fait, est-ce que le mot d'ordre, son père nous avait aidés. Qui tu connais? Est-ce que c'est ça? C'est qui tu connais? Parce que souvent, les gens qui restent dans leur cité universitaire ou qui ne fréquentent que leurs petits copains ou copines et qui restent entre eux, ces gens-là, ils ont objectivement moins de chances de réussir que ceux qui disent « Moi, je veux faire des stages, je veux rencontrer des gens, je vais à des conférences, je vais à des expos. » Il faut se donner les moyens. C'est vrai qu'il faut se donner les moyens. Ça veut dire quoi, se donner les moyens? Il faut avoir envie. Il faut avoir envie. Il faut être ouvert sur les autres. Et quand vous êtes ouvert, vous savez, ça amène l'empathie, par définition, où qu'on soit dans le monde, ça joue. Donc, voilà, voilà, vous suscitez de l'empathie. Moi, je voyais des jeunes qui arrivent, ils arrivent à décrocher leur stage parce qu'ils ont l'envie, qu'on a envie de les aider aussi. Et voilà, je crois qu'il y a beaucoup de ça. Et vous parliez tout à l'heure, quand moi j'ai décroché mes stages, je repensais à ça. Parfois il y avait le réseau, il y a une fois il n'y en a pas eu, mais simplement ils se sont dit tiens, elle a envie de faire ça, pourquoi pas. Voilà. Non, Et ce message-là, vous le dispensez au quotidien? Quand vous voyez des jeunes, quand vous êtes avec eux? J'aime beaucoup aider les jeunes. Moi, il y a des jeunes que j'aime beaucoup, de Madine Jeune Ambition, moi, je les adore. Et ils le savent. Dès que je peux, dès qu'ils me demandent, en tout cas, je suis là. Voilà, j'aime beaucoup cette jeunesse martiniquaise. Il faut les, quand on peut, dans la mesure du possible, si on peut aider, moi, je crois qu'il faut le faire. Et au Rotary, on essaye de le faire aussi. Alors, on est bien d'accord que cette vie parisienne, c'est à la fois, on est là, vous n'êtes pas encore revenu en Martinique, cette vie parisienne, c'est à la fois le travail, l'expérience, l'ouverture au monde, mais c'est aussi la folie, de temps en temps, non? Parce qu'il y a ça aussi. À Paris? Oui. Parce que les majorettes, elles ont grandi, elles ont... avec moi, il y avait Radia qui a chanté avec Nino Ferrer Le Sud, qui a une fille qui s'appelle Mia Fry. Mia, qui était dans des jeux télévisés, etc. Voilà, on la connaît. Etc. Voilà, Mia. Voilà, oui, on est resté assez Mais vous n'avez pas été tenté à certains moments, parce que, parlons clair, il y a le sexe, il y a la drogue,
il y a toutes les dérives possibles dans ce monde-là. Il ne faut pas non plus qu'on décrive ce monde des grands politiques, des grands businessmen, des grands acteurs comme étant le monde parfait. Écoutez, chacun ses valeurs. Il m'est arrivé une fois... Chacun ses valeurs, voilà. Alors, il vous arrive une fois, on m'a invité dans une soirée. On était 3 copines. On y a été, un hôtel particulier, avenue Foch, magnifique. Je dirais pas chez qui. Il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. On est arrivé, c'était magnifique, moquette blanche, etc. Et il y avait sur la table un grand bol énorme, comment on appelle ça, enfin, un saladier, mais pas en cristal, magnifique. Et dedans, il y avait quoi? Une poudre blanche. Une poudre blanche. Voilà, avec des pailles magnifiques. Or. Des pailles or avec une poudre blanche. On a vu la soirée, on s'est regardé avec les copines, on est reparti. Ça, c'est des valeurs. Voilà, on a compris que c'était pas pour nous. Oui, voilà. Et surtout qu'il y a de fortes chances que ça risque de mal se terminer. Oui, voilà. Ouais. Non, mais on a compris. Mais tout autour du saladier, il y avait quand même un tas de gens. Il y avait du très beau linge, oui. Absolument. Très beau linge, oui. Non, mais donc, il faut les tentations multiples et diverses, d'ailleurs, qui continuent, parce que là, on est en train de décrire le microcosme parisien avec ses dérives qui sont ce qu'elles sont et qui continuent. Mais en Martinique, est-ce que ça existe? Ce genre de choses? Certainement, mais pas dans les cercles que je fréquente. Voilà. Vous n'allez pas nous le dire? Non, mais j'ai pas eu l'occasion. Et puis, non, mais vous en avez entendu parler. Quand j'étais à Paris, j'entendais parler de choses à l'époque. De choses existant en Martinique. Et puis quand vous êtes retourné à Martinique, ça avait disparu. Oui, voilà. Ouais, le politiquement correct et encore. Bon, on rassure les gens qui nous écoutent, ça existe. Bon, très bien. Oui. Alors on continue un petit peu le parcours, qu'on comprenne bien, que les gens comprennent bien dans quel monde vous vivez aujourd'hui et surtout quel monde vous avez fréquenté, parce qu'on va déboucher sur les problématiques martiniquaises et qui nous préoccupent. Vous êtes en contact de manière régulière avec des gens qui sont au pouvoir, à la fois sur le plan économique, là on l'a compris, on a cité ne serait-ce que Claude Bébert, mais vous fréquentez aussi des parlementaires martiniquais, antillais, et vous vous rendez compte de quelque chose qui existe encore, c'est le décalage qui existe dans ces fameux réseaux entre les positions des Guadeloupéens et les positions des Martiniquais. Alors, et ça vous frappe? Alors, c'est-à-dire que ce qui m'a... Effectivement... D'abord, j'avais des copains qui étaient attachés parlementaires, que ce soit à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Ensuite, pour des raisons personnelles, quand j'ai tenu à accompagner papa sur la fin de sa vie, que je revenais tous les week-ends en Martinique pendant des semaines, il m'est arrivé donc à ce moment-là, c'est vrai, de voyager avec nos parlementaires. Ouais, c'est comme ça que j'en ai connu certains. On a bien compris que dans l'avion... Oui. Ah oui, c'est un lieu comme il y a 8 heures. Au salon et dans l'avion. Alors racontez-nous ça, parce que j'ai l'impression que ça se fait dans les aéroports et dans les avions. Dans les aéroports et dans les avions. J'ai beaucoup d'anecdotes là-dessus, effectivement. Et donc, on arrive aux États généraux d'outre-mer, 2009, on me demande de participer, et là je me rends compte que dans les groupes de travail où nous sommes, il y a beaucoup de Guadeloupéens. Et puis, pas n'importe quel Guadeloupéen. Absolument. Des Guadeloupéens hauts fonctionnaires, des Guadeloupéens qui avaient fait des grandes écoles, une diaspora guadeloupéenne très importante. D'ailleurs, aujourd'hui, certains sont aux affaires. Il y en a une qui est maire de Montesson, Nicole, etc. Et puis, il y en a un qu'on voit sur les plateaux de télévision, qu'on a vu à l'occasion des élections américaines. Oui, Jean-Claude Beaujour. Jean-Claude Beaujour. J'ai sa sœur aussi, qui est avocate, qui était dans les... Absolument. Jean Galvani, qui est Galvani, pardon, qui est à la mairie de Paris, mais enfin, qui a été élu sur la liste, mais qui est brillant aussi. Donc, je me rends compte qu'il y a toute une diaspora guadeloupéenne. Et alors, comme c'était des groupes de travail réguliers, vous savez, pendant des semaines, on s'est mieux connus. Et puis, je me suis rendu compte que c'était des bébés, entre guillemets, de Lucette Michaud-Chevry, ou des bébés de Roger Bambu, de par leurs parents, etc. C'était des Guadeloupéens qui avaient, en fait,
étaient proches des milieux du pouvoir, c'est-à-dire proches de ministres. Donc il y a une espèce de tradition. Oui, plus que plus qu'en Martinique. Ah oui, bien sûr. Et pourquoi? Bien sûr. Bah, de toute façon, déjà, CQFD, on n'a jamais eu de ministre Martinique que je sache. Voilà. Ouais, mais ma question reste légitime. Pourquoi? Pour quelles raisons? Qu'est-ce que nous n'avons pas? Il y a beaucoup d'anecdotes. Il paraît qu'il y a des Martiniquais qui ont été, comme on dit, castés, enfin, qui ont été choisis, enfin, à qui on a demandé, et puis ils n'ont pas pu y aller, ils n'y ont pas été, en tout cas. C'est extrêmement dommage. Moi, ce que je note, c'est qu'il y a eu des ministres venant de la Réunion, Marie Sudre, et puis avant Raymond Barre, Michel Debré. Voilà. Il y en a eu à Guadeloupe, en Guyane, il y a eu un président du Sénat. Et puis nous, rien. Voilà. Donc, je ne sais pas, mais rien. Et vous ne pouvez pas savoir comment. Alors, je dis rien. Heureusement, on a quelques hauts fonctionnaires. On a eu des préfets qui ont été de passage chez nous, qui sont nos avocats plutôt. Enfin, qui connaissent bien, donc qui peuvent expliquer nos caractéristiques. On a eu des choses comme ça, mais sur le plan des. Voilà. Mais est-ce que c'est important? Ah oui, c'est très important. Pour quelle raison? Il y a deux choses importantes. D'avoir un ministre, parce qu'un ministre, eh bien, d'abord, il a son réseau. C'est son réseau avec ses collègues ministres. Ce sont des arbitrages ministériels. Il peut toujours vous arranger quelque chose. Moi, je vois quand Victorin Lurel était ministre, c'est fondamental. Je veux dire, il y a même pas à se poser la question. C'est autre chose. Mais est-ce que on va dire, inclinaison à dire non mais tout ça c'est pas très important, parce qu'on le voit chez les hommes politiques martiniquais, ouais non mais bon, la France, machin, etc., avec une espèce de condescendance chez certains, pas chez tous. Pour vous, c'est une catastrophe, ça? Je vais pas dire jusqu'à une catastrophe, mais je trouve qu'en tout cas, moi, quand je compare des choses comparables, j'ai des jeunes amies réunionnaises aussi, j'ai eu des jeunes amies réunionnaises, des copines, c'était bien pratique, et elles passaient toutes leurs concours, d'abord elles avaient fait Sciences Po, ensuite elles passaient leur concours pour être attachées territoriales, puis administrateurs, enfin, voilà, d'ailleurs à La Réunion, il y a un personnel, il y a des agents, des collectivités d'un niveau assez incroyable. En Guadeloupe, il y a eu un travail qui a été fait aussi avec des cadres A qui ont vraiment, qui ont passé tous les concours, etc. Et ça entraîne forcément quelque chose. C'est ça que je veux dire. Au-delà du fait que ce soit des avocats. Est-ce que c'est indispensable pour créer cette espèce de nomenclatura qui, un jour ou l'autre, dirige un pays ou fait fonctionner un pays? Je pense à la Martinique en particulier, mais la Guadeloupe, parce que ces gens-là, ils sont à Paris dans un premier temps, mais ils influent sur le pouvoir local. Est-ce qu'on a besoin de ces relais-là pour diriger ou mieux diriger localement? On a besoin en tout cas de relais. Alors si on n'a pas de ministre, au moins, moi je vois l'importance d'avoir... en tout cas, suivant le pouvoir, des parlementaires de la majorité au pouvoir. Moi, parce que moi, vous savez, quand je ça sert à rien d'être tout le temps dans l'opposition. En fait. C'est pas ça, c'est plus difficile. Quand je faisais mes audits auprès de leaders d'opinion pour des grands patrons, je voyais comment j'allais voir les présidents de commission des finances, etc., à l'Assemblée nationale et au Sénat, et comment c'était quand même important, au moins, d'avoir ce type de relais. Moi, j'ai assisté à des choses. Moi, je vais raconter une anecdote. Moi, j'ai travaillé auprès d'Elisabeth Ducotet, qui est la présidente de la PDG du groupe Tuan. Il y avait un amendement qui devait passer à propos d'orthèse, tout ce qui est produits orthopédiques, etc., qui taxait la publicité sur ces produits-là. Alors, tout le monde est monté au créneau, la branche est montée au créneau. Elisabeth Ducotet représentait un point important. Il se trouve qu'elle arrivait du Japon, où elle avait voyagé avec le président Jacques Chirac, et donc voyage présidentiel. Eh bien, grâce à cela, on a pu obtenir un rendez-vous avec le Premier ministre d'alors, qui était Dominique Villepin, et puis et tout de suite, un coup de fil au président de la Commission des Finances, et l'amendement a été retiré. C'était un amendement gouvernemental. Voilà, je vais dire, vous avez l'exemple même de réseau de relais. C'est important. C'est pas négligeable, je veux dire. Et son député, le député du coin de l'époque, nous a aussi aidés. Je veux dire, il était dans la majorité, il a porté le truc. Donc, quand on est dans l'opposition, c'est plus difficile.
C'est clair. Il n'y a pas à tortiller. Il n'y a pas à tortiller. Mais c'est pas de la faute des parlementaires ni rien. C'est pas de la faute. Je veux dire, il faut que les Martiniquais en prennent conscience, même dans leur vote, quoi. Je crois que les Guadeloupéens, ils sont plus affûtés de ce niveau-là. Ils disent comment on va faire. Vous allez vous faire plein de potes, là. Non, mais on va gérer au mieux pour la Guadeloupe, parce qu'ils sont comme ça. Ouais. Pour la Guadeloupe. Ils réfléchissent à l'après. À l'après et à la Guadeloupe. Bien, mais on va mieux comprendre pourquoi vous parlez de réseau, parce que on va travailler là sur le lien avec la Martinique. On a bien compris que vous êtes dans les cercles du pouvoir à travers votre métier, parce que à l'époque à Paris, effectivement, j'ai été amenée d'abord pendant 10 ans j'ai monté un département qui s'appelle un département corporate dans la société où j'étais, qui consistait à faire des études d'image qualitatives pour des grands patrons auprès de leaders d'opinion. Voilà. Vous alliez interroger des gens qui comptent. Les rédacteurs en chef, les principaux rédacteurs en chef, les gens qui comptent, qui font l'opinion. Ouais. Voilà. Les milieux financiers, les banquiers. Parce que les grands patrons de l'époque, et encore aujourd'hui, sont très attachés à la qualité de leur image. De leur image, et c'est important aussi, surtout quand vous êtes coté en bourse aussi. Ouais. Donc c'est important de savoir, ce que les gens pensent ce que ces milieux-là pensent d'eux, parce qu'ils font l'opinion, y compris en matière financière et boursière. Tout à fait. Donc ça, voilà, j'ai fait pendant 10 ans. C'est là où j'ai aussi compris comment fonctionnent bien les médias, etc. C'est très important. Et donc, quand on finit par fréquenter ces milieux, on finit par les connaître un peu mieux. Et puis il y a de la cooptation. Un tel qui dit vous voulez voir un tel. Moi j'avais fait une étude pour Boeing, une audit pour Boeing. Eh bien c'était tout le milieu de l'aéronautique, mais après ça m'ouvrait pour autre chose. Ouais. Et donc cette valeur ajoutée que vous agrégez, que vous acquérez, c'est fantastique pour revenir à un moment donné sur le territoire martiniquais. Ça sert toujours. Ça sert encore aujourd'hui. Ça sert encore. À mon avis, après cette émission, votre téléphone va exploser. Non, ça sert encore. C'est là que, à un moment donné, vous vous retrouvez, vous recevez un coup de fil et on vous dit, comme tu n'as rien à faire, viens aux États généraux après les événements de 2009. C'est pas comme tu n'as rien à faire. Il manque des Martiniquais, c'est pas comme tu n'as rien à faire. Vous voyez que j'ai pas voulu vous entraîner. Il fallait gérer. Il y a trop de Guadeloupéens. Allez, je vais le faire bien. Il y a trop de Guadeloupéens, il y a trop de Guignonnais, il n'y a pas assez de Martiniquais. Viens nous voir. Il faut des Martiniquais, dans le Alors, rappelons l'époque. C'est Sarkozy. Après les événements de 2009, avec Gégaud. Gégaud, voilà, c'est ça. Et ils décident, il y avait aussi Patrick Caram qui était délégué interministériel, ils décident de faire ces états généraux, parce qu'il faut faire des états généraux. Voilà. Alors rappelons il faut calmer les choses. Rappelons, et là les gens vont à nouveau sourire, que Patrick Caram est guadeloupéen, qu'aujourd'hui il est vice-président du conseil régional d'Île-de-France, qui lui donne une place... En charge de la jeunesse et les sports. Une place politique... un rang politique assez exceptionnel. Il a été délégué interministériel. À l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Vous comprenez pourquoi il est sur tous les plateaux de télévision en permanence. Mais Patrick est très éclectique. Il est très bon sur les chrétiens d'Orient. Il a des marottes comme ça, mais il est très bon quand il prend un dossier. Il le lâche pas. Et puis il a beaucoup de succès à son actif. Oui, et puis il a beaucoup de succès à son actif. Et il est très bon. Vous avez vu ce qu'il fait sur la discrimination dans le sport, sur la drogue dans le sport, sur le racisme dans le sport, sur l'influence des religions dans le sport, dans les clubs sportifs, voilà. Il est très bon. Ouais. Donc, on vous dit, viens siéger, discuter, parler. Quel groupe ? On me dit à quel groupe tu veux appartenir. Moi, c'était plutôt développement économique, ça allait de soi. Et voilà. Mais c'était intéressant, c'était de la fertilisation, moi j'appelle ça d'intelligence collective. Fertilisation d'intelligence collective. Oui, c'était sympa parce qu'il y avait des gens aussi de Polynésie, de la Réunion, de tous les outre-mer qui étaient représentés. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire demain ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Voilà. Et ça a donné certaines choses concrètes. Le fait que HEC se soit implanté en Martinique, c'est Nicolas Sarkozy qui avait appelé à l'époque le directeur général d'HEC, Bernard Amanansou, pour lui dire il faut qu'il y ait un HEC, il faut former. J'ai vu qu'il faut former
des personnes, voilà, les managers, il y a un manque de formation, il faut que tu t'implantes, il n'a pas eu le choix presque. Hein. Ouais. Voilà. D'origine malgache d'ailleurs. Oui, Bernard, d'origine malgache, formidable. Bernard avait un parcours, une école d'abord de, comment dirais-je, c'est pas les TP, je vais y arriver. Supélec, et ensuite un doctorat de philo. Voilà, ça aide. Ça aide, brillantissime. Et donc, vous participez à ces réunions multiples et diverses, et puis vous rencontrez des gens, à nouveau, vous rencontrez des gens de la Martinique. Oui, tout à fait. Des gens de la Martinique. Et puis bon, c'était aussi une période particulière pour moi. J'ai perdu mes 2 parents à 20 mois d'intervalle, 2005-2007, pas facile. Et puis donc, il fallait régler certaines choses. Et je me disais, et on me disait, sauf peut-être Claude Bébéard, qui était plus précautionneux, on me disait, on a besoin de gens comme toi en Martinique. Alors le truc à la fin, c'était, il faut des gens comme toi, il faut rentrer en Martinique, il faut les aider, il faut faire des choses. On a besoin de gens. Mais qui vous disait ça? Qui vous disait ça? Que ce soit à Paris, que ce soit dans les milieux d'influence, et que ce soit aussi des gens de la Martinique. Alors racontez-nous comment vous débarquez ici. Et je crois que l'un des personnages centraux de cet épisode, c'est Guy Carcassonne. Oui, alors entre guillemets, parce que j'ai été contactée, parce qu'à l'époque, Contact Entreprise cherchait un délégué général. Ouais. Et, alors, rappelez quel Contact Entreprise pour les gens qui nous écoutent. Oui, qui est une association donc de chefs d'entreprise, donc qui a été créée par Roger Dejam, et puis qui avait été un petit peu en sommeil. Et puis les événements de 2009 ont fait qu'ils ont voulu reprendre Contact et lui redonner un élan. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, Contact est arrivé au point où elle est, une association qui compte dans le paysage martiniquais. Et donc, du coup, j'ai dit pourquoi pas. Il a fallu passer les entretiens. Je suis venue en Martinique, et là, on était en mai 2009, et se posait, vous savez, il y avait eu le congrès, je crois. Le fameux congrès des élus, et avec les fameux, on devait voter, c'était prévu qu'on vote, qu'on soit consulté, c'est une consultation, plus exactement, sur les fameux articles 73, 74 de la Constitution. Alors, est-ce que les gens comprennent bien, à ce stade de l'émission, on va faire un petit arrêt sur image, que la petite Martiniquaise, qui était pom-pom girl du PSG, se retrouve au cœur d'un moment historique de la politique martiniquaise, ce fameux moment où les Martiniquais vont devoir décider s'ils restent dans l'article 73 ou s'ils passent dans l'article 74. L'article 74 menant à une autonomie extrêmement importante de type Polynésie française. Et vous êtes au milieu. Moi, je suis au milieu, voilà. Et donc, il y avait des inquiétudes, bien sûr, et donc, ils avaient pensé faire une conférence, en tout cas, informer les Martiniquais, les chefs d'entreprise. Le milieu économique voulait aussi jouer son rôle dans la société civile et informer les Martiniquais. Donc, qui, quoi, comment. Bon, ça a été décidé vraiment au pied levé. Et donc, on m'a dit, est-ce que vous connaissez quelqu'un? Ça, ils avaient 2-3 idées. Et effectivement, j'ai pensé tout de suite à Guy Carcassonne, parce que d'abord, c'était le meilleur constitutionnaliste, brillantissime, certes avec une fibre de gauche, mais qui connaissait son sujet. Pourquoi vous dites certes avec une fibre de gauche? Parce que c'est vrai que l'establishment de l'époque qui vous demande ça n'est pas à gauche. Non, donc il fallait quand même un peu convaincre, mais c'était le meilleur. On avait pensé aussi à Guy Canivet, qui avait été président du Conseil constitutionnel, qui était un très grand constitutionnaliste, mais moi, je leur avais expliqué que pour que nos élus aussi s'intéressent à ce sujet-là et qu'on intéresse qu'on intéresse le maximum de Martiniquais, il valait mieux avoir quelqu'un, qui soit aussi plutôt de gauche, tout simplement, et puis qui soit très bon. Donc c'est pour ça. Et en un coup de fil, grâce à Claude Bébéard, qui n'est pas de gauche, mais Guy était à l'Institut Montaigne avec Claude, je l'avais déjà rencontré. Je reviens à Paris, week-end de l'Ascension, de mémoire, et je l'appelle, je dis voilà, il y a ça, tac, il me dit ok, écoute, appelle Guy de ma part. Il faut absolument qu'il y aille. Est-ce qu'on peut dire, il est clair que là vous avez joué un rôle central, est-ce qu'on peut dire qu'à ce niveau de pouvoir, il n'y a pas tant de différence que ça sur un plan idéologique chez les gens qui dominent la société? Parce qu'on a l'impression qu'ils sont formés par les mêmes écoles, ils ont les mêmes professeurs, et que finalement, c'est des potes, quoi, c'est des amis. Oui, ils se connaissent bien. Et puis vous savez, non. Enfin, oui,
En 81, moi j'étais jeune étudiante, quand l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, vous avez beaucoup d'énarques, enfin beaucoup de gens qui ont viré, qui sont devenus roses. Parce qu'ils voulaient un poste, parce qu'il fallait un poste, tout simplement. Non, mais il faut être très pragmatique. Voilà, il y en avait, oui, qui avaient un peu la fibre de gauche, machin. Oui, il y en avait, mais pas tant que ça. Donc, suivant les pouvoirs, les choses changent. Si vous voulez on faire carrière... a l'impression que vous n'y croyez pas trop à cette différence. Non. Pas beaucoup. Vous connaissez ces gens, en fait. Oui. Ils sont capables de se hurler dessus sur les plateaux de télévision. Oui. Et puis, une fois sortis, ils se tapent dans le dos. Ils buvette ensemble, oui, bien sûr. Bien Ils sûr. vont à la buvette ensemble. Ce sont des camarades, parfois des amis, parfois des bonnes relations. Vous savez, à l'Assemblée ou au Sénat, les bureaux, c'est par groupe, mais pas forcément. Parfois aussi, c'est par... il y a des affinités, il y a celui-là qui veut le bureau avec une fenêtre sur telle ou telle rue, etc. Et vous retrouvez face à face et vous êtes obligé de, vous rencontrer. Oui, ça peut arriver. Donc, voilà. Et vous, quand les gens vous disent ça va pas être possible, vous les rassurez, vous leur dites. Oui, on va gérer. On va gérer. Exactement. Donc, Guy accepte. Vous faites venir 24 heures. Et voilà, et on fait cette conférence où j'ai été obligée d'appeler RCI, de m'arrêter sur la route, d'appeler RCI pour dire, s'il vous plaît, à 18h, dites aux personnes de ne plus venir à Madiana parce qu'on ne pourra plus les accueillir. Et voilà. Il y avait un embouteillage gigantesque. Ça se passe en juin 2009. Oui, juin 2009, voilà. Et il y avait, c'était sur invitation et sur inscription, pardon. Il y avait Claude Lys qui était venu, je me souviens. Il y avait les parlementaires qui n'étaient pas présents avaient envoyé leur assistant parlementaire. Il y en avait qui étaient en métropole. Et voilà, et Guy, il a été le juriste qu'il est et a dit voilà les choses telles que avantages inconvénients, 74, voilà, il a expliqué. Et lui, il était plutôt 73 ou 74. Au fond de lui, au fond de lui, il pensait qu'on n'était pas encore tout à fait mûr pour le 74. Au fond de lui. Et puis au fond de lui aussi, certes, il y avait Saint-Barthélemy, Saint-Martin, mais vous savez, Saint-Barth, c'est 10 000 personnes. Saint-Martin, de mémoire, ça doit être 35-36 000, enfin moins de 40 000. C'est quoi ? C'est la ville de Cheshire. C'est plus facile à gérer, quoi. Et puis voilà, c'est plus facile à gérer. On n'est pas dans les mêmes proportions, quand même. Donc il faut quand même relativiser tout ça. Et donc, au fond de lui, oui, il pensait qu'on n'était pas tout à fait mûr. Et puis, vous savez, c'est la responsabilité des élus, c'est avoir plus de responsabilité. Donc, ça entraîne beaucoup de choses. Et là, on est sur un moment où les gens vous voient à l'œuvre. Ils voient l'épaisseur de votre carnet d'adresses et ils disent, on la garde. Oui, si on veut. Oui. Dans un premier temps, oui. Mais en même temps, on me prévient, on me dit... Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On me dit, tu sais, t'as fait ça, ce soir, là, c'était très très bien, parce que c'est fantastique, mais fais attention, à partir de maintenant, t'auras les pots de banane. Non, mais là, vous nous décevez. C'était pas complètement faux. Vous nous décevez totalement. Ce n'était pas complètement faux. Donc, en fait, c'est pas une figure de style. Non. Ça existe vraiment dans ce petit pays, quoi. Alors oui, ce qui me frappe en Martinique, en tout cas... Autant on peut être bienveillant, autant je pense que les Martiniquais, nous sommes un peuple plutôt gentil, accueillant. Vous savez, moi j'ai parcouru les routes de Martinique. Vous savez que je me suis... On va y revenir. Et bon, ces fameux transports en commun. Oui, et on est bienveillant. Par contre, on peut être d'une très grande méchanceté. Alors... Ça c'est spécial. J'ai découvert ça. Et pourquoi ? Je sais pas. Pourquoi je sais pas. Les gens peuvent être très méchants. Une méchanceté crasse, une méchanceté gratuite. Est-ce qu'on peut dire vous savez, le terme déchouqué, le terme, j'aime pas trop, mes parents n'aimeraient pas. Y en a un qui emploie ce terme femme de chose, je sais pas, femme quelque chose. Maman, c'est si quand tu même m'entends. Fantastique. Mais voilà, il y a ça. Alors c'est lié, alors après j'ai beaucoup lu tout ça, c'est lié aussi parce qu'on est une région insulaire, c'est lié, donc on est, vous savez, on est un peu, puis là on est confinés en ce moment, alors bon, heureusement qu'on est chez nous, sinon on voit les mêmes, on peut pas partir et tout ça. On s'énerve un peu. Mais vous avez été victime de ça pour des raisons qui sont liées à vos origines sociales,
votre couleur de peau, vos liens, le fait que vous veniez de Paris. En fait, pourquoi les gens, face à ce succès-là, parce que bon, premier coup, premier succès, quoi, c'est ça. Pourquoi ils vous ont autant tiré dessus? Peut-être par, je sais pas, peut-être. Enfin, je sais pas. Je me suis demandé. Vous avez votre petite honnêtement, idée. Ouais. Alors, oui, petite idée, je pense en tant que femme. Ouais. Et je pense par rapport à mon réseau. Ouais. Et aussi parce que je suis hors système. C'est-à-dire que je n'appartiens pas à certaines... comment dirais-je comment on peut dire ça Église non, église. Chapelle. Non, chapelle. Oui, on va dire chapelle, voilà. Voilà, on va dire ça serait joli. Voilà. Et donc... Parce que derrière, vous travaillez... Vous êtes pote avec Benoît Lombrière, qui est... à l'Élysée. Qui est tout en haut, en haut à l'Élysée. Vous êtes pote avec Biancarelli. Vous êtes pote avec Letchimy. Vous êtes pote avec... Alors, pote. Oui, enfin, non. Quand je dis pote, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des gens que vous connaissez très bien. Quand vous dites que vous n'êtes pas, quand vous n'êtes pas, vous n'appartenez à aucune chapelle, c'est que vous connaissez très bien Maggie Marie-Jeanne. Vous êtes dans la transversalité. Et ça, les gens n'aiment pas ça. Non, ils n'aiment pas ça. Moi, Aurélie Nella, moi, je la trouve fantastique. Je veux dire, de tous bords. Moi, il y a des gens que j'aime beaucoup. Enfin, je veux dire, moi, quand je vais à Sainte-Marie, à la fête du Rhum, vous savez, et puis que j'aime bien me balader de temps en temps avec Bruno Nestor-Azero, le maire, je vois tous les gens lui demander des trucs hallucinants. Et je me dis, mais comment ils font? Alors, et quels que soient ceux que j'ai connus, donc le président Marie-Jeanne a bien connu ma grand-mère, par exemple. Il y a de Rivière-Pilote, comme ma grand-mère, maternelle. Donc, dans la famille, vous savez, on a une partie de la famille qui était dans la diplomatie, et on a appris très jeune, moi j'ai toujours entendu qu'il fallait être ami avec tout le monde, et qu'il fallait surtout pas être encarté quelque part, parce que la roue tourne. Moi j'ai entendu ça toute ma vie. Ne pas être trop près du soleil. Voilà, et ne pas être voilà. Donc quand les gens me disent mais tu rentres pas en politique, moi je dis non. Dans la famille, on n'est pas comme ça. J'allais vous poser la question. Non, non. Pourquoi? Non, je vous dis parce que c'est un peu un ADN familial. Moi, je regarde ce qui se passe, bien sûr, en tant que citoyenne, évidemment. Et c'est pour ça que le Rotary me va bien, parce que c'est apolitique, vous voyez. Justement, on va en parler. Alors, avant, on va faire un petit crochet rétroactif sur la maman. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'on va parler justement de la place de la femme, et je sais que ça vous tient à cœur. Donc, Madame Titina... Paul, et c'est une demoiselle Louis-Joseph. Oui, tout à fait. Et les Louis-Joseph, dans le Sud, c'est une famille qui compte. Rivière-Pilote, Sainte-Luce. Mais c'est surtout une femme jock, professeure d'anglais, et qui ne vous lâche pas d'une semaine. Non, maman fait partie des premiers bateaux en 1946 qui sont partis avec des jeunes martiniquaises qui avaient dû attendre la fin de la guerre pour aller faire des études. Et donc elle est partie à Montpellier. Elle a fait une licence d'anglais. Voilà. Et elle est revenue comme professeure d'anglais tout de suite au pensionnat colonial à l'époque. Et le fameux pensionnat qui est l'ancêtre du lycée de jeunes filles. Avec Gabi Béroir, avec Aimé Yangting, avec des gens comme ça, Paulette Joannel, voilà. Alors Gabi Béroir, c'est la maman de Jocelyne Béroir, tout à fait. Qui est une copine à vous. Oui, on s'est toujours connue depuis petite. Hein. En fait, vous n'êtes copine avec, vous n'êtes pas copine avec qui en fait finalement? Comment ça? Dans quel sens? Non, je connais vous connaissez tout le monde. Oui, vous avez des liens avec tout le monde. Donc, en fait, il vaut mieux pas être votre ennemi. Mais il y a des gens qui m'aiment pas. Hein. Je ne fais pas l'unanimité. On va pas vous demander des noms. Non. Mais quand je vais prononcer des noms tout à l'heure, peut-être qu'on va le deviner. Bon, alors, la femme. On est dans une société théoriquement matriarcale. Mais bon... Pour moi, c'est une bonne blague parce qu'en réalité, le machisme est quand même central dans cette île. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, il est central. Il demeure central. On voit parfois des photos avec des choses en Martinique, des comités, il n'y a pas une seule femme. Les gens qui décident, il n'y a pas une femme. Moi, ça me choque, mais bon. Pourtant, les femmes martiniquaises, elles font progresser les choses. Alors, elles ne sont pas très nombreuses en politique, contrairement à la Guadeloupe. Ouais. Mais ça vient, vous avez remarqué que ça vient. Ça vient, heureusement. Ouais. Heureusement. Et jeune, ça vient. Ça vient parce que aussi la loi impose. Hein. Ouais. La parité. La parité, donc au fur et à mesure, ça va venir. Et il y a peut-être, j'ai confiance. Il y a peut-être aussi une espèce de prise de conscience des électeurs sur ce que vous soulignez il y a quelques minutes, sur le fait que la mixité apporte de la richesse. Ouais, ah oui, incontestablement, une femme ne dirige pas de la même façon, ne voit pas les choses de la même façon, mais s'enrichit. Voilà, on discute. On est un peu plus pragmatique, mais en même temps, on a besoin parfois d'une vision qui est différente. Et c'est ce qui renforce les choses. Donc la place des femmes. Donc on a eu des femmes job, comme on aime dire ici. Il y en a qui ont marqué notre paysage, et j'espère que ça va continuer. Mais ce que je trouve globalement, c'est que encore maintenant, les hommes ont l'impression de se servir des femmes. Donc parfois ils les mettent en avant pour mieux s'en servir. Dieu merci, elles sont extrêmement intelligentes, et plus qu'ils ne pensent. Et elles jouent le jeu, mais en fait elles font ce qu'elles veulent. Et vous faites partie de ces femmes-là ? Je le vois tous les jours. Est-ce que des hommes ont essayé de se servir de vous ? Oui. Et vous avez joué le jeu ? Non. Vous voyez qu'il y a des exceptions. On dit souvent que vous êtes une rebelle. Est-ce que c'est vrai ? Non, je ne suis pas une rebelle. Je suis... attendez, moi, j'ai enquêté, vous savez. Oui. J'ai enquêté et alors ? Vous avez envoyé promener un certain nombre de gens. Hein. Vous avez... comme les gens en question savaient que vous alliez les envoyer bouler, ils vous ont viré d'abord, gentiment, de manière diplomatique. Et puis il y en a à qui vous avez dit stop, ça suffit, je m'en vais. Ok. Alors on va pas citer les noms pour ne pas les mettre mal à l'aise, mais c'était des hommes. Et c'était des hommes de pouvoir. Donc vous êtes une rebelle. Moi, j'emploierais pas le terme rebelle. Parce que excusez-moi de vous interrompre, mais c'était sans filet. Quand vous dites je m'en vais, vous n'avez pas un job de secours. Hein. Vous dites je m'en vais, je pars. Et ça, c'est rarissime. Oui, c'est vrai. Mais quand ça me convient pas, et quand je sens que ça va pas aller, et que je me sens pas à l'aise, je me protège. C'est une forme de protection, quelque part. Voilà. Alors, on va aborder quelques chapitres, on va dire, politiquement incorrects. D'abord, le racisme. Oui. Vous avez découvert que vous étiez noir quand ? En Angleterre. Ah, racontez-nous ça. En Angleterre, j'avais 12 ans, je rentrais en 4e, et maman m'avait envoyée dans une famille. Voilà, comme ça se faisait à l'époque. Hein. Et jusque-là, j'allais à Barbade, puis là, c'était l'Angleterre. Et j'étais à Bournemouth, dans le sud de l'Angleterre, et en traversant la rue, il y a des jeunes qui m'ont traité de nigger. Nigger. Ça, c'est quand même... Dans les pays anglo-saxons, voilà. C'est le summum de l'insulte. Et donc ça m'a marqué. Ce qui fait que j'ai une relation à l'Angleterre qui est particulière, qui n'a jamais été une relation de grand amour. Voilà, ça m'a marqué. Vous ne prenez pas très souvent le tunnel sous la Manche. Non, j'y vais, mais c'est pas un pays, voilà. C'est comme ça. Alors, j'ai de très bonnes copines anglaises, hein, mais voilà. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites récemment sur ce chapitre éternel, on va dire ça comme ça. Vous, votre réaction, quand vous voyez s'exprimer ce racisme, non pas à l'extérieur, ce qui n'est pas fait pour nous étonner, mais ici, chez nous. Alors, deux choses. D'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on a vécu les choses que j'ai vécues quand j'avais 15 ans, avec donc des jeunes de mon âge, en larmes, qui vous racontent que soit pour leur religion, soit par rapport à leur famille, soit par rapport à la position du père, etc., on a tenté d'exterminer leur famille
véritablement, avec des meurtres. Quand vous avez vécu ça, je vais vous dire, c'est pas en revenant en Martinique que je vais me mettre à ostraciser des gens. L'ostracisme, ça fait pas partie de moi, ni de ma famille. Moi, j'ai été élevée dans une très grande bienveillance. Et maman a fait un certificat, elle était professeure d'anglais et elle a été choisie pour faire partie d'un groupe de professeurs pour aller à l'université de la Southern California à Los Angeles, à la USC. Et elle est revenue, elle me disait « c'était rigolo, on était les brown people ». Les brown people. Aux États-Unis. Oui, ils classifient. Voilà. Et on avait reçu à la maison les brown people. Ce que vous appeliez tout à l'heure les cafés au lait, voilà, c'est ça? Que BBA appelait les cafés au lait. Exactement. Des amis de maman qui étaient venus, qui étaient professeurs à la USC. Bon, aux États-Unis, ils sont très habitués à ça. Vous avez vu le discours de Kamala Harris, qui était formidable, mais elle n'hésite pas à citer par catégorie, toutes les catégories de gens, par origine. Moi, j'ai pas été élevée comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Par contre, j'ai un autre logiciel. Mon logiciel est dit, si vous me parlez de crétin, de connard, d'inutile, d'inculte, de je sais pas quoi, là, ça c'est mon logiciel. Là, c'est possible. C'est possible, et là, il n'y a pas de phénotype. Voilà, c'est quels que soient les gens. Et j'ai lu quelque chose récemment, je crois que c'est Raphaël Confiant qui vient d'écrire un livre, et dedans il parle de colorisme. Ça m'a un peu amusée, je trouvais que c'était intéressant. Mais c'est pas... Voilà, il a pas tort, hein, on est très dans les couleurs en Martinique. Hein. Mais c'est pas ma façon de voir. Qu'est-ce que vous pensez? C'est d'ailleurs pour ça que je suis au Rotary. Oui, ça c'est les valeurs rotariennes. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette espèce de... Et au-delà, au-delà de ça, au Rotary... nous appartenons à un district qui est caribéen, qui part de Saint-Kitts et qui arrive au plateau des Trois Guyanes, donc Guyana, Suriname, Guyane française. Et lorsqu'on a, on espère qu'on en aura encore, des conférences de district, donc où il y a 17 pays de la Caraïbe qui se retrouvent, eh bien, je peux vous dire que c'est là où on se sent caribéen, qu'on a toute notre caribéanité, et quel que soit, voilà, on a des Trinidadiens qui ont de la famille en Angleterre, qui descendent d'Anglais, on a des Indiens, on a des gens du Suriname qui viennent d'Indonésie, on a des mélanges extraordinaires, on a des gens d'Aruba, de Bonaire, Curaçao, et qui viennent donc de Netherlands, de Hollande. Écoutez, franchement, on a un bassin qui foisonne de culture, et il y a absolument aucune différence. Et on a au contraire beaucoup de points communs. Cette fusion... Je veux dire, ça, moi, j'adore. C'est ce que j'aime. Mais... Ah oui, non, mais on ne le sait pas assez. Alors... Comment est-ce que nous, dans ce bassin caribéen, on a des choses en commun? Alors, ça doit vous faire tout drôle de vivre dans un... C'est pour ça, vous me parlez de racisme, machin... ça n'a pas de sens, quoi. C'est pas mon logiciel. Par contre, je reconnais qu'il y a quand même des choses particulière, qu'il y a des choses qui sont un peu plus qu'étonnantes, qu'il y a des choses qui devraient changer, mais je n'ai absolument pas la prétention, et c'est pas du tout mon truc de vouloir les changer. Là, bon, alors parlons de ces choses. Aider les autres, oui. Parlons de ces choses étonnantes oui. Qui devraient changer. Oui. Citez-nous des exemples dans cette société martiniquaise. Qu'est-ce qui devrait changer? Mais je pense qu'avec les enfants, avec les jeunes, je crois en cela. Ça prendra le temps que ça prendra. Je pense qu'au fur et à mesure, les différentes composantes de la société martiniquaise vont pouvoir essayer de se rapprocher. Et se parler? Ils se parlent déjà. Vous savez qu'en classe, les enfants, au contraire, quand ils sont petits, ils se parlent. Hein. Ouais, mais bon, le samedi midi, oui, pour certains. Oui, dans certaines écoles, c'est fini, on ne se parle plus pendant le week-end. Hein. Oui, mais en classe, on se parle. Ouais. Et je pense qu'au-delà, ça viendra. Et d'ailleurs, je vous dis ça, mais moi j'ai une très bonne amie, on était en CM2 ensemble, et on se voit, on s'est jamais lâché. Je veux dire, je discute avec des gens de toutes sortes. Là, vous faites dans le politiquement correct. Cette amie, elle est d'origine quoi? Mais j'aime pas dire ça. Mais moi, j'aime dire ça. Oui. Alors, et les gens qui nous écoutent, ils veulent qu'on parle des choses vraies. Parce que si vous voulez que les gens, au final, s'aiment, il faut dire au départ quelles sont les problématiques. Non, mais... Elle est béquée. Oui, béquée, ça veut dire quoi? Oui, mais justement, on va parler, ça c'est mon deuxième point. Allons parler des béquets. Vous bossez dans un univers où une bonne partie de vos interlocuteurs sont béqués, ok? Alors, ils n'aiment pas trop qu'on dise ça
qu'ils appartiennent à une communauté. Non, c'est même pas ça. Dans l'économie martiniquaise, il y a de tout. Et il y a notamment, il y a des Martiniquais d'origine béquée. Voilà. Le focus permanent qui est en train d'être fait par un certain nombre on va dire, de groupes, notamment de groupes d'activistes, de groupes politiques, etc., sur les béquets, ça vous dit quoi? Comment vous réagissez? D'abord, je regarde l'âge, je regarde les gens, j'écoute, j'en connais certains, je demande un peu. C'est leur combat, moi, que je respecte, hein, c'est leur idée, c'est leur truc. Chacun son truc. Moi, alors, leur combat, leur truc en question, c'est très divers. Hein, c'est bloquer des centres commerciaux, non, notamment. Mais c'est très multiple. Donc, apparemment, vous discutez avec un, l'autre n'a pas le même avis. Mais ce qui fait d'ailleurs ces jeunes, dont la plupart sont jeunes, mais il n'y a pas que des jeunes, on le sait. Non. C'est quoi, selon vous? C'est quoi le combat, là? De temps en temps, on croit comprendre que c'est à propos du chlordécone. Ouais. Après, enfin, je veux dire, c'est un peu comme pour le Covid, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tellement de multiples prises de parole qu'on ne sait plus très bien. A priori, j'ai envie de dire que c'est un combat par rapport à la problématique chlordécone, qui est une vraie problématique. Parce que restons sur le chlordécone, parce que c'est ce qui est revendiqué. Parce que c'est ce qui est revendiqué. Et puis surtout, ce qui est intéressant, parce que nous, on a mené plusieurs études là-dessus, c'est ce que croit la population. La population dit, si les jeunes bloquent ou protestent ou se battent, c'est pour le chlordécone. Et vous, le chlordécone, ça, c'est pas quelque chose qui vous a laissé indifférent. Ah non, mais n'importe qui. Enfin, je veux dire, comment est-ce qu'on peut... Moi, je connaissais pas très bien la problématique quand j'étais à Paris. En clair, jusqu'à ce que je revienne, j'entendais parler d'empoisonnement de chlordécone, mais sans plus. Mais quand je suis revenue, en plein dedans, et évidemment, j'ai été choquée. Comme tout le monde, on peut pas rester indifférent, parce que quand vous revenez, vous êtes super content d'aller au marché, de prendre du poisson. Au paradis, d'être au paradis. De prendre du poisson tout frais, qui frétille, là, que le type vous nettoie, etc. Vous êtes super content. Des fruits et légumes qui vous ont un peu manqué, voilà. Et puis finalement, vous vous rendez compte un jour, ça, au fur et à mesure, vous lisez, et puis on vous dit que, ma foi, ils sont à peu près, enfin voilà, qu'il y a des taux, des indices, des choses qui font que ce que vous prenez n'est vraiment pas bon. Et puis autour de vous, il y a quand même des cancers de la prostate, d'accord. Et donc, la première réaction, c'est qu'on est un peu en colère. On est en colère parce qu'on découvre et puis on découvre que c'est pour des années, etc., etc. Donc on est siècles. Des siècles. On est tout à fait. On est en colère. Et puis bon, j'ai envie de vous dire à l'américaine, and so what? Et après? Et on fait quoi? Et donc, moi, je me dis que, justement, on est en colère. Moi, mon combat d'aujourd'hui, personnel, c'est de me dire, en tant que citoyenne, consommatrice, d'essayer de faire attention à ce que je consomme. Donc, moi, je suis très contente de prendre les fruits et légumes de chez Tonton Léon de Font-Saint-Denis, parce que c'est une des communes où il y a, je crois, très peu de terre, donc quasiment pas. Léon Tisgras. C'est une commune où il y a une terre formidable. Léon Tisgras, sa ferme, avec le petit Ludovic, là. Je suis très contente, je suis heureuse comme tout, je fais attention, je me dis, bon, par contre, les fruits et légumes, quand vous allez en supermarché, moi je suis désolée, hein, moi, le truc du Costa Rica, de Saint-Domingue, je sais pas quoi, moi je ne sais pas quels pesticides, jusqu'à ce qu'on me dise avec quel traitement ces légumes poussent, je n'en prends pas. Et moi, ça m'embête. Et donc, moi, je me dis, j'essaie de faire attention. Vous n'allez pas me faire prendre des écrevisses de je sais pas où du Vietnam. Enfin, je sais pas où. Quand vous allez au Vietnam, vous comprenez tout de suite qu'il y a un souci. On ne sait pas, il n'y a pas les normes européennes d'hygiène, etc. Donc, j'essaye, à mon petit niveau, de faire attention. Et je pense qu'on devrait tous être un petit peu comme ça. Conso-acteurs de nous-mêmes. Et au-delà, compte tenu de votre réseau, compte tenu de vos relations, et de consommer des choses locales, fabriquées ici. Est-ce que vous pensez que cette problématique de la chlordécone va trouver des solutions, va être prise en compte de manière sérieuse?
Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, pour revenir alors, il y a ça, mais quand on regarde, j'ai un peu regardé comme tout le monde, moi, j'ai pas le souvenir que en 93, dans ces années-là, il y ait beaucoup de députés de Martinique, enfin de parlementaires, députés, sénateurs, on les met ensemble, qui se soient élevés contre le fait qu'il y ait une autorisation. D'accord? Donc, ça veut dire qu'à l'époque, les notions d'information les degrés d'information étaient extrêmement faibles là-dessus. Ouais. Ça, c'est un peu méfiant. Je ne pense pas, je veux pas croire que c'était des criminels. Si on dit on va exterminer la population martiniquaise, on va arrêter. Moi, je veux bien. Donc, je sais qu'il y a la théorie du complot qui est très à la mode en ce moment, ouais. Mais il faut pas exagérer. Donc, soyons réalistes. Bon. Il se trouve que ça a été importé, que c'était pas du tout une bonne idée, que c'était d'ailleurs interdit ailleurs, donc c'était une vraie idiotie. Ouais. Bon, alors maintenant qu'on a ça, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi je vous dis, c'est consommer, c'est essayer soi-même, à son niveau, c'est-à-dire au niveau citoyen, chacun d'entre nous, essayer de regarder ce qu'on consomme, et si on consommait un peu plus local, je veux dire un peu plus on regardait de bonnes choses, et même des produits fabriqués et transformés localement, premièrement, ça aiderait à protéger nos emplois d'aujourd'hui, ouais. Et ceux de demain. Et si on avait une fibre, soi-disant, parce qu'elle ne l'est pas, patriotique, et qu'on disait, oui, il faut qu'on soit ensemble, comme on aime tellement dire, tous ensemble, etc., et que, on devrait commencer par la consommation, par consommer des choses fabriquées chez nous, en Martinique, made in Martinique. Et là, alors, on commencerait. C'est là que transparaît. Non, franchement, je voulais pas l'évoquer, mais c'est là que transparaît ce que vous faites au quotidien. On va l'évoquer très rapidement parce que vous êtes mon invité en tant que Absolument. Présidente du Club Rotary. Oui. Mais il y a des gens qui disent, mais elle sort d'où, Titina? Mais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Alors, elle fait dans la vie ce que vous allez nous dire très rapidement. Chargée de mission et de communication à la MPI, l'Association martiniquaise pour la promotion de l'industrie. Le PIL. Oui, voilà. Voilà pourquoi vous insistez notamment. Non, mais au-delà de ça, c'est très difficile de produire en Martinique, faut pas croire. C'est très difficile. On a la maintenance des machines, on a les matières premières. C'est une gageure. La nourriture, c'est incroyable. Et il faut regarder la Caraïbe. Je vous parle de la Caraïbe. Je veux dire, aller à Barbade, aller à Sainte-Lucie, aller voir s'il y a des petites industries, aller voir quand ils ont une rupture d'un approvisionnement des États-Unis. Comment ils font? Et nous, on a cette chance de pouvoir produire localement, de pouvoir transformer localement. Quand il y a eu la pandémie là, avec l'histoire, le confinement 1, avec le problème du fret. J'ai vu les stats. J'ai vu les stats. Ouais. L'abattage local. J'ai vu les courbes exploser. Porcins, ovins, caprins, etc. On avait de la farine. Ouais. Non, mais on avait de la farine pour faire des gâteaux. On avait des œufs. Non, mais on se rend pas compte. Mais imaginez les gens. Alors, on serait revenu en temps Robert, sans rien. Donc, non, mais si on était un petit... Et puis, attendez. Au niveau de la consommation, en tant qu'acteur, moi, vous me parlez de mes combats par rapport au chlordécone, tout ça. Pour revenir dessus, moi, ce qui me met en colère, plutôt, c'est aussi la Martinique et l'environnement. Je suis désolée, mais quand au moment du Tour des Yoles, on nous fait faire des chemins crochus, comme on dit, et on passe dans un truc où on va jamais entre Rivière-Pilote et Vauclin par l'ancienne route. Ouais. Vous auriez vu le cimetière de voitures et de machines à laver, des choses comme ça? Je veux dire, non, mais partout, dans toute la Martinique, on a des déchets, des gens qui jettent, des frères et sœurs martiniquais, qui jettent leurs affaires comme ça. Là. Sous le long de la route. Sous le long de la route. Ouais. C'est intolérable. Ou à la mer, ou dans la rivière. C'est pour nous protéger nous-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose qui m'horripile. C'est quelque chose pour lequel je serais vraiment prête à me mobiliser, vous voyez. Mais voilà, c'est la Martinique de demain. Alors, parlons très rapidement. Et qu'il faut sensibiliser les enfants là-dessus. Ça passe par les enfants. L'un de vos combats aussi, c'est quand vous avez eu un petit accident au poignet et que vous ne pouviez plus conduire et que vous avez été forcé de prendre des transports en commun. La copine de Claude BPA
qui prend un taxico. Ça a dû vous faire bizarre, ça. Ben, j'en avais pas pris beaucoup avant. Ouais. Et donc oui, j'ai une fracture, une double fracture du poignet qui était terrible, qui était difficile, etc. Et avec une complication post-opératoire, donc qui a fait que je ne pouvais pas me servir de mon poignet droit. Et puis pendant 3 ans, et puis une fois que ça a été, j'ai été à une réunion à laquelle je n'avais pas envie d'aller, et comme par hasard, je suis tombée en sortant de cette réunion, et c'était mon poignet gauche. Et c'était reparti. Voilà, mais vous en avez tiré une expérience, et là encore, on a bien senti que le mot colère a été prononcé à plusieurs reprises. Là encore, sur les transports en commun, vous vous êtes dit, il y a des gens qui souffrent, ça n'est pas possible. Non, alors, parlez-nous de ça rapidement. Ah non, mais rapidement, non, mais comment vous dire ? Il faut imaginer la Martinique imaginons, fermons les yeux, la Martinique avec des bus réguliers, avec des navettes qui feraient Fort-de-France, Schellcher, Casse-Pilote, jusqu'à Saint-Pierre. Vous parlez de navettes maritimes. Maritimes. Imaginons vraiment, on part à 8h, enfin à 8h, le bus est là, il part, ensuite le prochain à 8h15 ou 8h30, mais quelque chose de régulier jusqu'à 21h. Imaginons cette Martinique. Non, vous êtes en train de rêver complètement, non, là. Mais imaginons-la, je vous jure. Mais non, mais il faut penser d'abord à nos enfants, il faut penser aux jeunes adultes qui démarrent dans la vie active, qui n'ont pas forcément une voiture, il faut penser aux personnes âgées. À mon club Rotary, on a eu une conférence très intéressante lundi dernier avec Olivier Coudin de l'ARS et Hugues Horatius Clovis de l'INSEE, les directeurs de l'INSEE et directeurs régionaux de l'ARS, sur le vieillissement de la population martiniquaise. Ouais. Bon, ça fait froid dans le dos quand même. Donc, toute cette population, et ça m'a permis de comprendre pourquoi chez le médecin, il y avait autant de gens qui arrivaient en retard et que les rendez-vous partaient en cacahuète, parce que les gens ne sont pas sûrs d'arriver à la bonne heure, et j'en ai fait l'expérience. On ne sait pas à quelle heure on part, on ne sait pas à quelle heure on arrive. C'est juste pas possible. Non mais Eddy, pardon, mais par exemple des connexions, moi je prenais le bus de Bellevue pour arriver à Fort-de-France, ensuite prendre un taxico ou un bus, suivant le cas, pour aller au pont de Californie. Mais vous croyez pas que le bus de Schellcher qui nous dépose, le bus du Lamentin, il va regarder si le bus de Schellcher arrive? Non, il démarre sous notre nez et on attend 45 minutes au soleil et sans pouvoir s'asseoir. Ouais. C'est juste pas possible. Il m'est arrivé que le soir, pont de Californie, le bus passe, 420, il passe et il s'arrête pas. On est à l'arrêt du bus avec 4 personnes. Le type passe. Il passe. Donc, si vous voulez, moi, j'ai vécu des choses incroyables. Et vraiment, je me dis, j'incite les politiques, au moins, à prendre les transports. Alors, ça va un petit peu mieux. J'ai repris récemment Martinique Transport, juste pour voir, pour aller à la distillerie Naisson. Je savais que je serais reconduite après. Et j'ai pris les nouveaux bus, là, pour aller au Carbet, qui partent toutes les demi-heures. C'était très confortable, très bien, distanciation, masque, etc. Il paraît que ça marche bien. Mais j'espère qu'on va arriver vers ça. Non, mais vous vous rendez pas compte. Personne ne s'en rend compte. Les taxicos, j'en ai pris un, j'allais au Surf Pro, parce que moi, j'ai voulu être indépendante. À Basse-Pointe. À Basse-Pointe, j'ai pris un taxico. Bon, déjà la musique dans les oreilles, je savais même pas s'il avait les freins corrects, etc. Mais absolument adorable, très gentil. Et puis le taxico, il vous dépose où vous voulez. Ouais. Mais il y a 150 000 Martiniquais qui n'ont pas accès aux véhicules individuels. Claude, l'émission est terminée. On a beaucoup, on a traité beaucoup de sujets. J'ai été ravi de vous recevoir. Ne bougez pas, on parle bouquin très rapidement. D'accord. Alors, il y a de plus en plus de gens qui adorent cette partie-là. Ils regardent quand même le début de l'émission, mais ils prennent des notes à la fin. Alors, je représente James Walvin, Histoire du sucre, Histoire du monde. Le sucre, c'est une malédiction. C'est vraiment une malédiction. Partout dans le monde où cette culture s'est installée, il y a eu évidemment des créations de richesses extraordinaires, notamment à la fin du 18e, début du 19e. Mais c'est l'histoire de la mondialisation avec toutes ces perversions. Lisez ça, vous n'en sortirez pas indemne. Eric Jennings, Les bateaux de l'espoir. Alors, c'est Vichy, et les réfugiés et la filière martiniquaise. La Martinique a permis de sauver beaucoup de gens venant d'Europe et de France, en particulier des intellectuels, des juifs. C'est comme ça qu'Aimé Césaire a rencontré... toute une série de personnalités. Césaire rencontrant des personnalités extrêmement
importantes, Wilfredo Lam, Breton, etc. C'est dans ce bouquin, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Ouais. Le bouquin qu'il vous faut avoir, c'est Hommage à la femme noire, héroïne de l'esclavage, Simone et André Schwarzbard. Quand même, je préfère ne pas en parler. Les yeux fermés, vous achetez ça et vous découvrirez une partie totalement inconnue de l'histoire des femmes dans la Caraïbe liée à l'esclavage. Bon, on parle beaucoup de toutes sortes de bouquins. Il y en a quand même qu'il vaut mieux avoir. Mettez-le dans votre voiture, lisez-le tous les jours. Cahier de retour au pays natal d'un certain Aimé Césaire. Je préfère ne pas en parler, c'est fondamental. Non mais, les gens qui n'ont pas... Ça fait partie, en fait. Oui, non mais bon, vous savez pertinemment que... Petit, comme ça. Alors, j'aime bien ce petit format-là, parce que ça se met dans la poche. Lisez, ouvrez-le à n'importe quelle page, lisez-le, et vous comprendrez pourquoi c'est fondamental. Voilà. J'allais le comparer à la Bible, mais je pense que je vais me faire tirer dessus. Mais bon, si vous avez une Bible quelque part, mettez Cahier de retour au pays natal à côté. Bon. Et alors Betty de Tiffany McDaniel. Bon, ce roman est extraordinaire. C'est l'histoire d'une petite fille qui est métisse, blanche et indienne, ce qu'on appelle Native Americans, Cherokee, de la tribu Cherokee. Et qui, c'est son histoire, et ça nous dépeint la société américaine. Alors j'ai voulu le chroniquer, à la fois parce que c'est en complète connexion avec ce qui se passe maintenant aux États-Unis, et vous comprendrez que ça nous touche également à travers le racisme, la discrimination raciale, etc. Et puis pour finir, le thriller de Don Winslow. Alors celui-là, je le représente à nouveau. Ça fait partie d'une trilogie. C'est le dernier. C'est intéressant parce que ça nous permet à nouveau de voir ce qui s'est passé, ce qui se passe entre le Mexique et les États-Unis. Et si le petit père Trump a été battu, c'est notamment grâce au Nouveau-Mexique, à l'Arizona, où les Latinos ont voté contre lui en majorité, et c'est pour ça qu'un État comme l'Arizona, qui n'avait pas basculé chez les démocrates depuis 1996, vient de basculer aujourd'hui, parce qu'on a les résultats officiels. Donc, tous les gens qui pensent que Trump est en capacité de ne pas partir, eh ben là, c'est fini. Il va devoir partir. Ça a été vérifié. Ça a été vérifié et on peut l'annoncer ce soir. L'une des firmes d'avocats qui devait le défendre en Pennsylvanie a dit, de toute façon, on va pas gagner, je m'en retire. Voilà, Claude, je vois que vous suivez très attentivement l'actualité. Je regarde les réseaux sociaux, Twitter. Voilà, lisez. Arrêtez, continuez. On continue. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Je voudrais vous féliciter pour le travail que vous faites au quotidien. Merci. Rotary, je peux le dire, on va accueillir monsieur le préfet lundi prochain en Zoom. Et puis aussi, qui va nous parler actualité. Et puis aussi, on a Lynn Rose Buzz qui va nous faire une conférence la semaine d'après, la face cachée de l'impératrice Joséphine. Et puis j'ai décroché, j'en suis pas peu fière, une conférence avec Thierry Déo, qui est PDG du groupe Meridiam. On en parle beaucoup ces temps-ci. 18 janvier. Qui va racheter probablement une partie de Suez. Qui est en tout cas l'homme de l'ombre. Voilà. Et 18 janvier, c'est vous dire son agenda, mais je suis ravie qu'il ait accepté. On va parler aussi de politique pétrolière dans la Caraïbe avec le directeur de la Sahara. Enfin, on est dans les conférences. Et puis on a des choses à venir. Mais bon, il faut nous suivre. Plein de choses pour récolter des sous. Et puis on a un petit projet de bouteilles de rhum qu'on concocte avec la plus ancienne distillerie de Martinique. Fantastique. Voilà. Bon, j'espère que vous nous ferez goûter ça. En tout cas, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de votre attention, merci de votre fidélité et merci de votre soutien. À bientôt.